Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui mardi et nous sommes une fois de plus en votre compagnie pour partager ces quelques heures de télévision. Aujourd'hui c'est mardi, vous le savez, c'est le mardi de l'environnement et de la santé et nous n'allons pas déroger à la règle, nous allons rester collés à cette actualité. Actualité au plan mondial, bien évidemment, qui fait la jonction entre la pollution de l'air, la santé et en même temps le développement de la démographie. C'est ce qui fera le chou gras de nos discussions aujourd'hui avec toujours la même belle équipe. Sedami Pekou, bonjour. Bonjour, Senandé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, un plaisir de vous retrouver donc en ce mardi. Nous sommes le deuxième jour de la semaine et pour nous c'est un bonheur, un plaisir renouvelé d'être en votre compagnie. Vous l'avez si bien dit, nous avons aujourd'hui le bonheur de nous prononcer sur l'actualité au plan international. Chaque jour, près de 93% des enfants de moins de 15 ans dans le monde, soit 1,8 milliard d'enfants, respirent un air si pollué que leur santé et leur développement sont gravement mis en danger. Nombreux sont ceux qui vont en mourir et l'Organisation mondiale de la santé estime qu'en 2016, 600 000 enfants sont décédés d'infections aiguës des voies respiratoires intérieures dues donc à la pollution de l'air. Eh bien, un nouveau rapport de l'OMS sur la pollution de l'air et de la santé de l'enfant se penche donc sur le lourd tribut que la pollution de l'air ambiant et de l'air à l'intérieur des habitations fait peser sur la santé des enfants dans le monde. Nous reviendrons donc sur ce sujet dans le forum de discussion avec nos confrères et par rapport à ça, vous aussi, vous pouvez participer au débat. En répondant simplement à la question, qu'est-ce qui, selon vous, peut permettre de réduire la pollution de l'air? Qu'est-ce qui peut réduire la pollution de l'air? Laissez-nous vos messages, vos commentaires nous intéressent. Rejoignez-nous sur nos différents canaux, c'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est aussi WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Allez, nous sommes mardi et nous allons faire un tour dans nos communes. Écho de nos communes, nous allons parcourir aujourd'hui le département du Zou. Nous allons y parler justement du bassin versant du Zou pour une lutte beaucoup plus intégrée contre les inondations. C'est de ça qu'il sera question avec le chef service technique de la CCZ. Et puis vous le dites si bien, nous sommes mardi de la santé, mais également mardi de l'environnement sur 5 sur 7 matin. Nous allons pouvoir décrypter et mieux comprendre ce qu'on appelle hémorroïdes et les crises hémorroïdaires. Eh bien, quelle est la différence? Nous aurons le temps d'en parler avec un médecin. Un médecin qui a sorti d'ailleurs un ouvrage, hein, Tout le monde a des hémorroïdes, dit-il. Il nous présentera donc l'abécédaire des hémorroïdes et des crises hémorroïdaires. En environnement, William Yemalin-Choki nous parlera des pratiques phytosanitaires et surtout des risques écotoxicologiques. Il sera en compagnie d'un professeur d'université. Ne ratez pas le rendez-vous du coach. Absolument, avec le coach aujourd'hui, nous parlerons donc de la vie de couple et du stress. Comment est-ce qu'il faut gérer le stress dans une vie de couple? Il nous en donne aujourd'hui le secret. Allez, 5 sur 7 matin, on démarre tout de suite avec le bulletin météo.
Voilà, c'était à l'instant le bulletin météo, une réalisation de nos confrères de la chaîne BB24. Nous étions dans la commune de Savay, dans le département des Collines. Allez, la suite de 5 sur 7 matin, c'est le flash d'information tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Entamons notre tour du Bénin de l'actualité par la commune d'Abomey-Calavi. Là-bas, dans l'arrondissement de Glodjigbe, les militants du mouvement politique Fouka Fouka ont dit oui au président Talon et au bloc progressiste au cours d'un meeting grandeur nature organisé le week-end écoulé. Les actions du chef de l'État sont à saluer. Notre président a mis le Bénin en chantier. Le projet de construction de l'aéroport de Glodjigbe est à l'arrêt depuis des années. Mais quand Patrice Talon est venu au pouvoir, ce projet est en passe de devenir une réalité. Dites bravo au chef de l'État. Pendant ce temps, au cours de son 3e congrès extraordinaire tenu à Sakété, le parti Mouvement Espoir du Bénin MEB a opté, lui, pour le bloc de la dynamique républicaine. Le parti MEB, pour ce qui les concerne, a choisi de se mettre ensemble avec des partis amis pour former le bloc dynamique unitaire. Les négociations qui ont suivi ont conduit à la transformation de ce bloc en un parti politique dynamique républicaine. Avec la résolution que vous avez lue tout à l'heure, j'ai compris avec grande satisfaction que vous autorisez notre parti MEB à se fondre dans ce nouveau grand ensemble. Je vous en remercie. Que pensent les Béninois de la sortie de l'opposition le week-end écoulé au sujet de la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme, ainsi qu'au sujet de la réforme du système partisan, morceau choisi? Cette sortie de l'opposition dénote du dynamisme de notre démocratie au Bénin. Parce que d'aucuns accusent le chef de l'État, Patrice Talon, d'être un dictateur sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que dans un pays de dictature, l'opposition puisse sortir de cette manière et pouvoir s'exprimer en toute liberté. La loi sur la criette a été votée au niveau de l'Assemblée. Et dans cette Assemblée, nous avons l'opposition. Nous avons l'opposition. Ce que les gens ne disent pas, c'est que quand ça n'arrange pas, qu'on crie et on s'acharne contre l'institution. C'est ça qui frise le ridicule par moment. Des opposants ne peuvent pas se lever et demander, par exemple, parce qu'on est un opposant, on veut refuser à une institution légalement et légitimement installée de cesser ses activités parce qu'on sent la menace selon que demain on peut être interpellé. Non. Dans le secteur de la santé, elle est née la commission opérationnelle chargée du contrôle et de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Attribution forte et plein pouvoir lui ont été confiés pour veiller désormais à la bonne réglementation de ce secteur sensible. C'est dire qu'ils peuvent venir de jour comme de nuit pour vérifier ce qui se passe dans toutes les structures publiques et privées sur toute l'étendue du territoire national. D'observer in situ, c'est-à-dire en pleine action, les agents de santé en situation réelle de travail pour apprécier la qualité des actes qui sont posés et enfin d'assurer la prise de mesures conservatoires, notamment la suspension, le changement de poste de travail, le déplacement immédiat, la mise aux arrêts, etc. en cas de dysfonctionnement grave constaté. Une belle rasade de bière fraîche pour boucler ce flash. Les célébrations marquant les 60 ans de la bière la béninoise ont pris fin samedi dernier. À l'occasion, un concert géant a subjugué les spectateurs qui ont fait le déplacement de la plage de Fidrosset à Cotonou. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à demain.
Merci Nicanor. À demain. Prenez bien soin de vous. À suivre tout à l'heure la revue des titres des quotidiens qui sont parus ce mardi 6 novembre 2018. On aura l'occasion de vous rappeler la question du jour avant de retrouver le tout premier invité de la journée avec qui nous allons parler des communes du Zou d'ailleurs. On marque une courte pause. On vous retrouve dans une poignée de secondes. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant. Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. Allez, la suite de 5 sur 7 matin que nous offre à lire aujourd'hui les quotidiens parus et parvenus à notre rédaction. Nous allons pouvoir faire cet exercice ô combien plaisant comme tous les matins. Nous le faisons donc d'ailleurs sur 5 sur 7 matin, en démarrant évidemment par le quotidien du service public. Si tout est prêt de l'autre côté, nous allons pouvoir découvrir ce qu'affiche aujourd'hui le journal La Nation, le journal du service public. Qui n'est pas encore parvenu, hein, visiblement. La Nation n'est pas encore là. Pas encore. Mais on peut voir peut-être d'autres journaux. Est-ce qu'on les a? Le Matinal. Ou un autre quotidien. Ah ouais, La Nation est venue déjà. Oui, La Nation est là. La Nation est là, d'accord. Allez, Arnaud, envoyez-nous ce que vous voulez. Nous allons pouvoir lire justement le journal. Bon, en attendant, on vous rappelle juste la question du jour hein, qui est relative aujourd'hui à ce rapport de l'Organisation mondiale de la santé relatif justement à la pollution de l'air et la santé, surtout la santé des enfants. Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut réduire la pollution de l'air selon vous? Qu'est-ce qui peut réduire la pollution de l'air? Laissez-nous vos commentaires, ils nous intéressent. Hein. Partagez-les avec nous, interagissez, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp. On vous rappelle le numéro, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Allons-y maintenant jeter un coup d'œil à la une des journaux et on démarre avec le quotidien du service public. Le journal La Nation qui affiche approvisionnement électrique fiable et économique. Le Bénin éligible à un important financement, oui, c'est une bonne nouvelle sans doute pour le pays. Et puis toujours à la une du même journal, réforme et similitudes, c'est bien cela, dans le mode de gouvernance, le président Talon comparé au roi Guézo. Et puis, étude du projet du budget général de l'État, gestion 2019, les doléances des syndicats et de la société civile aux députés. On passe maintenant à le matinal. Constitution du bloc progressiste, la fin des intrigues politiques. C'est bien sûr une exclamation du journal. Et pour sa compétitivité, écrit le journal, le port de Cotonou est en quête d'engins flottants. Et par ailleurs, hein, vous pouvez voir les festivités du bicentenaire du roi Guézo qui ont démarré de l'autre côté d'Abomey. Matin libre, commission d'enquête parlementaire. Où sont les rapports sur Maria Gleta et le FAC? C'est le journal qui l'écrit. Et puis, conséquences néfastes des PPP sur les économies africaines. PPP, c'est bien le partenariat public-privé. Boniaï s'en préoccupe, nous apprend le journal Matin Libre. Matin Libre qui revient également donc sur le manque criard d'enseignants dans les écoles publiques. Selon le journal Matin Libre, le gouvernement reste toujours indifférent et dans ces conditions, la CSTB donne de la voix. C'est le journal Matin Libre qui l'écrit.
L'économiste, pour finir, l'économiste qui nous parle de l'approvisionnement en carburant au Bénin et nous dit voici pourquoi la Sonacop doit être privatisée. Internet au Bénin, 4,6 millions d'abonnés se connectent via le téléphone. Et puis le journal parle aussi, bien évidemment, de la 13e session de l'Assemblée générale du WAP et nous apprend que les comités organisationnels sont en conclave à Cotonou. Et à propos d'inondations des rues et artères de Cotonou, ça crée, dit le journal, des manques à gagner pour l'économie de proximité. Voilà, ça va être tout pour la revue des titres. On vous retrouve tout à l'heure autour de 7 h pour la deuxième manche. Allez, on poursuit cette émission et puis on va maintenant retrouver, peut-être, on vous rappelle une fois de plus la question du jour. Dites-nous simplement, qu'est-ce qui peut réduire la pollution de l'air selon vous? Qu'est-ce qui peut réduire la pollution de l'air? C'est une question à laquelle vous pouvez donc répondre via nos divers canaux de communication. C'est la page Facebook, c'est le compte Twitter et puis c'est le numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Selon vous, dites-nous ce qui peut réduire la pollution de l'air. À propos de pollution, que nous dit-il le sage? C'est tout simple. Il dit, je pense sincèrement que la pollution de la planète, ce n'est pas aussi grave qu'on le dit, c'est beaucoup plus grave qu'on le dit. Voilà. Je pense sincèrement que la pollution de la planète, ce n'est pas aussi grave qu'on le dit, c'est beaucoup plus grave qu'on le dit. Voilà. J'aime bien la planète. J'aime bien ce français-là. Il est plaisant. Tout simplement. Et puis, ça veut tout dire, justement. Hein. Ça veut tout dire. C'est beaucoup plus grave qu'on le dit. C'est beaucoup plus grave qu'on le pense, tout simplement. Allez, nous, on va parler maintenant d'inondation. On parle de pluie, on parle d'inondation et surtout des actions pour contrer ces différentes inondations. On va prendre la direction des communes du Zou. On va y retrouver le chef service technique de la communauté avec qui nous allons parler de ce projet bassin versant du Zou. On l'installe tout de suite. Alors, selon les informations, la communauté de communes donc, du Zou, la CCZ, c'est bien cela, et la communauté d'agglomération de Seine-Eure, c'est bien cela. En France, Seine-Eure, voilà. En France, ont précédé donc, il y a quelques jours justement, à la validation de la 3e et dernière phase des études du projet bassin versant du Zou. C'est comme ça que vous l'appelez, et c'est la BVZ. Alors, bonjour, Monsieur Herman Padonou, vous êtes le chef service technique donc, de la CCZ. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir partagé. Alors, parlez-nous justement de ce projet que je viens de rappeler là. Oui, donc c'est un projet qui, sur le territoire des 9 communes du Zou, permet donc de maîtriser les eaux de ruissellement dans tout ce qu'elles imposent comme inconvénient aux populations du département du Zou. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines encore à Boycon, à la suite d'un épisode pluvieux, on a retrouvé le corps d'une dame morte dans un caniveau. Et c'est des épisodes qui reviennent chaque année. Les années passées, ça a été des enfants qui revenaient des écoles qui ont subi cet état de choses. Et ce qui se passe en fait aussi, c'est qu'il arrive des fois où il ne pleut pas dans la commune de Boycon et on s'aperçoit qu'on est inondé. Pourquoi? Parce que au fil des années, la structure du sol dans notre département a changé et le taux d'infiltrabilité des eaux, ça a baissé. Mais également, il y a eu ce qu'on appelle les changements climatiques qui aujourd'hui font qu'il y a eu des variabilités dans la manifestation des événements pluvieux. Les saisons de pluie deviennent de plus en plus courtes et les précipitations sont de plus en plus intenses.
Je sais que ce problème est commun à tous les territoires du Bénin et comme partout ailleurs dans le monde, mais ça pose de plus en plus de problèmes de perte de vie, de perte de récolte pour les populations qui se trouvent par exemple dans le département de Zobodomé, qui sont carrément inondés, les champs sont inondés. Voilà, donc le maire de la commune de Boycon, par M. Luc Atropo, par le biais donc de ses partenaires de la communauté d'agglomération du Seigneur, a pu décrocher auprès de l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais également aussi avec la contribution du gouvernement français, un montant de 400 000 €. Ça fait plus de 250 millions qui nous a permis donc de nous attaquer depuis l'année passée à la résolution de ce problème. Oui, mais le constat que vous décrivez là, il est assez lourd de façon concrète. C'est vrai que le financement, il est là grâce au dynamisme du maire Luc Atropo, mais quelles sont concrètement les actions que vous comptez mener pour pouvoir régler ce problème-là? Oui, la philosophie donc de cette étude qui est validée, comme nous l'avons dit, est de pouvoir traiter l'eau au plus près de son point de chute. Comment? C'est-à-dire, il ne faut plus désormais que l'eau qui tombe à Djidja vienne inonder Boycon. Et comment est-ce que vous voulez faire ça? Voilà, et il y a les lits majeurs d'écoulement des eaux qui ont été identifiés. Et le long de ces lits, il y a des bassins de rétention de cette eau qui vont être réalisés. On en trouve déjà dans la commune de Djidja, mais insuffisamment. On en trouve également dans la commune d'Abomey, insuffisamment. Et les lieux stratégiques pour que ça puisse véritablement bloquer l'écoulement de ces eaux-là vers les zones communes ont été identifiés. Et donc, ces bassins de rétention vont être généralisés dans les 9 communes du Zou. Mais également, il y aura des collecteurs. Déjà, l'État fait le maximum de ces investissements au niveau de chaque ville, mais dans les tronçons intercommunes, il va y avoir des collecteurs qui vont être réalisés dans les communes de Boycon, d'Abomey, de Zapota, de Zaninando, mais également de Covey. Et nous allons également végétaliser, comme nous l'avons dit, pour améliorer l'infiltrabilité de l'eau. Nous allons végétaliser les lits d'écoulement des eaux et enfin faire en sorte que cette eau-là, une fois recueillie, puisse être valorisée. C'est ça que vous avez appelé le projet L'eau d'Angers en eau opportunité? En effet. Nous venons donc de constater que cette eau, de par le passé et jusqu'à un passé récent encore, ça constitue un danger pour la population. Et donc, il faut pouvoir muter cette caractéristique de l'eau danger en eau opportunité. C'est pourquoi il est envisagé beaucoup d'actions de valorisation de cette eau. Alors, ce qui est important pour la population, c'est de savoir quand est-ce que tout ceci démarre. Quand est-ce qu'on n'aura plus de pertes en vies humaines, de pertes de récolte, comme vous-même vous l'avez dit. Est-ce que c'est dans 2 mois, dans 3 mois? Oui, l'année prochaine maximum. D'accord. Nous allons pouvoir démarrer les actions parce que tous les partenaires qui ont été mobilisés, aussi bien l'AFD qui aujourd'hui s'intéresse aussi je veux parler de l'Agence française de développement, qui s'intéresse aussi à l'initiative, être aux côtés également des partenaires comme l'Union européenne, la Commission de l'Union européenne, mais également toujours l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Ils sont assez mobilisés déjà pour que ce financement de 1,5 milliard environ puisse être mis en place pour que les actions puissent démarrer en 2019. Ouais. On sait que généralement, c'est difficile de mutualiser les efforts au Bénin pour pouvoir réussir, mais la CCZ est en train de tenir le pari. Comment est-ce que vous êtes parvenu à cette entente, je dirais, cordiale autour d'un problème qui environne toute cette communauté des communes du Zou? Oui, les communes n'ont pas le choix. Cette eau, c'est réellement un danger pour toutes les 9 communes, prises individuellement, même jusque dans la zone Agonlé, et la manifestation des inondations est patente.
Et on remarque que toute une zone dans la zone Agonlé, dans la commune de Mouéry, est inondée presque 6 mois sur 12. Et que Abomey, avec les palais royaux qui se trouvent régulièrement érodés, et là, le problème qui se pose, c'est un problème qui concerne l'ensemble des communes. Et ils n'ont pas le choix de se mettre ensemble. Mais il faut noter aussi qu'il y a cette pratique de se mettre ensemble qui concerne beaucoup de thématiques déjà. L'habitude y est, c'est depuis 2012 déjà que les communes se sont regroupées en communautés pour pouvoir affronter tous les problèmes qui minent le développement territorial. Ouais. Est-ce qu'il y aura une mise à l'échelle peut-être après au niveau des autres, parce que je suis persuadé qu'il y a plein d'autres communes qui vivent les mêmes situations, mais qui n'ont pas encore compris qu'en se mettant ensemble, on est plus fort. Oui, la mise à l'échelle va passer par l'Association nationale des communes du Bénin. Cette association que également le maire Atropo préside. Ouais. Et là, il est envisagé des actions d'aménagement du territoire par la réalisation des schémas directeurs d'aménagement. Et ce sont ces éléments de planification qui pourront permettre aux autres territoires donc, d'anticiper, de planifier des actions qui pourront leur permettre de venir à bout du phénomène d'inondation. Et donc, dans 2-3 mois, les populations de cette zone-là peuvent désormais mieux vivre et ne plus craindre vraiment ces dangers en eau. Exactement, dans 6 mois environ, les travaux vont démarrer. D'accord. Allez, M. Herman Badonou, chef service technique au niveau de la CCZ, merci. À moins que vous ayez un mot de la fin. Ça va aller. Ça peut aller. Merci. Allez, vous passez un bon mardi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Oui. Merci à vous. Vous passez un excellent mardi. Allez, on va parler maintenant un point d'orgue, juste un petit point de politique en ce mardi. Vous savez, on a entendu parler de ces regroupements de tous les blocs qui sont en constitution. Et donc, l'UND va également fondre en un bloc bientôt. Va rejoindre le bloc républicain, nous dit-on. L'UND, c'est quoi? Pourquoi le bloc républicain et pas un autre? On en discute rapidement avec M. Kanyi, qui est notre deuxième invité. Voilà, ça n'arrive pas tous les mardis. On parle donc politique avec vous. Vous savez, cette actualité depuis quelques jours au pays, les ralliements dans tel ou tel bloc, soit le bloc progressiste, soit le bloc républicain. Eh bien, aujourd'hui, l'UND également rejoint le bloc républicain. C'est ce que Achille Kanyi va nous dire en nous donnant justement les raisons pour lesquelles l'UND a préféré ce choix-là. Bonjour Achille. Bonjour Samuel. Non, d'accord. De toutes les façons, lui c'est Serge. Voilà. C'est comprendre. Bonjour Achille Kanyi, c'est bien sûr Ricardo à côté. Ricardo. Alors, les partis et mouvements politiques, membres de l'UND. L'UND, c'est déjà l'Union nationale démocrate. D'accord. L'Union nationale démocrate, vous parlez, il y aura ce que vous avez appelé la fusion-absorption. C'est bien sûr ça. Tout à fait. C'est pour dans quelques jours. Oui, c'est pour dimanche prochain, le dimanche 11 novembre. D'accord. À Calavi, dans le quartier qu'on appelle à Conville, voilà, à l'hôtel Le Privilège. D'accord. D'accord. Alors, vous optez pour les Républicains? Oui, nous optons pour Pourquoi le bloc républicain, parce que ce bloc semble nous offrir les meilleures opportunités pour l'épanouissement de la jeunesse. Donc, l'un des credos de l'UND, c'est de travailler véritablement pour le renouvellement de la classe politique. Et après avoir donc analysé l'ensemble des opportunités en termes de formation politique existante, nous avons opéré ce choix. Et voilà. Quand vous parlez d'opportunités,
Quelles sont ces opportunités que le Bloc républicain vous offre, de façon concrète? Au sein du Bloc républicain, nous avons, disons, un certain nombre de formations politiques ou de coalitions de partis politiques qui vont bientôt se fondre et se mettre en un grand bloc. Oui. Et quand vous regardez ces formations politiques, vous voyez qu'elles sont constituées essentiellement de jeunes. Vous prenez l'UND, dont le professeur Videgla Auguste est le facilitateur, le président. Au sein de l'UND, il n'y a que des partis de jeunes. Vous prenez Dynamique Unitaire. Vous voyez, la plupart des députés qui sont du bloc du regroupement que nous avons appelé Dynamique Unitaire, qui est membre également du bloc républicain, ouais, ça, le député Kassa, le député Jean-Eudes Koundé, etc. Donc, c'est des gens qui ont, disons, autour de la cinquantaine, voyez-vous. Et donc, nous nous retrouvons mieux parmi ces gens-là. Vous prenez Bénin en route, qui est également membre de ce bloc. Donc, Bénin en route est constitué essentiellement de formations politiques, de mouvements politiques jeunes. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui, aux premières heures, pour ce qui concerne donc Bénin en route, qui aux premières heures, les mains nues pratiquement, ont œuvré à l'avènement donc du régime actuel. Ils n'ont pas attendu que les aînés qui étaient perdus donc, dans les calculs, disons, politiciens, se joignent à eux. Ils l'ont fait de façon très volontariste et ils y sont parvenus. Ce qui prouve que lorsque les jeunes veulent quelque chose, ils peuvent l'avoir pour peu qu'ils s'engagent véritablement. Est-ce que le choix, il était vraiment délibéré? Vous avez eu toutes les cartes libres à vous pour... Mais il faut dire que moi, je suis président d'un mouvement politique, comme le mouvement Améouga, qui a son emprise dans la 17e circonscription électorale. Et nous avons eu une démarche, disons, on est en politique, hein, mais une démarche quand même scientifique. Ouais. Au départ, nous avons décidé d'aller au contact de toutes les formations politiques, tant du côté du pouvoir que de l'opposition. Et donc, le bureau politique a mis en place un comité qui est allé rencontrer différents hommes politiques, différents partis politiques. Ouais. Et compte rendu est fait à ce bureau politique régulièrement, jusqu'à ce que nous allions au congrès extraordinaire le samedi 29 septembre 2018. Donc c'est, disons, le résultat de ces différentes négociations que nous avons reversé à un communicateur qui a présenté un thème qui reprend donc ces résultats-là à l'ensemble des congressistes. Et c'est sur la base de cela que les congressistes se sont éclatés en différents ateliers et ont décidé unanimement d'aller du côté du pouvoir. Après cela, il fallait choisir entre les progressistes et les républicains. Mais j'essaie quand même de remonter un peu le temps pour vous rappeler Est-ce que finalement, progressistes et républicains, ce n'est pas la même chose? C'est des frères d'une même famille? Nous avons dû faire des hypothèses. Bon, en regardant un peu les personnages, les personnalités qui sont au niveau du bloc progressiste, on s'est dit, progressiste, c'est assez proche des sociodémocrates. Donc, des gens qui ont pour, disons, label, qui sont reconnus pour une bonne répartition des richesses. Ouais. Voilà. Bon, donc, c'était une hypothèse. Et puis, donc, de l'autre côté, on a dit, bon, donc, républicains, c'est des gens qui sont plus axés sur la production de la richesse. La production de la richesse, l'industrialisation, etc. On s'est dit, bon, mais quel choix opérer? Mais pour pouvoir répartir quelque chose, il faut en disposer, il faut l'avoir. Donc, il vaut mieux aller vers ceux qui produisent cette richesse-là, pour pouvoir permettre, après, de discuter de sa redistribution. Donc, c'est pour ça que nous sommes allés au niveau du bloc
républicain. C'est dit Achille Kain que vous voulez écarter aujourd'hui vos aînés, ceux que vous avez qualifiés de, je dirais, qui par le passé ont fait des calculs politiques. C'est cela? Mais non, nous ne voulons pas systématiquement les écarter. Ça va se faire certainement progressivement. Mais il faut qu'on s'y mette. Mais l'objectif, il reste. Exactement, l'objectif, il reste. On ne peut pas avoir assisté à cette débauche d'énergie de la part du Parlement et de la part de l'exécutif. Mais ces années sont dans le bloc d'en face. C'est vrai, ils sont dans le bloc d'en face. Et comment il faut opérer? Alors que vous êtes normalement contraints de travailler ensemble. Oui, oui, nous allons travailler ensemble, mais nous demandons, nous lançons un appel vibrant à la jeunesse pour qu'elle prenne d'assaut notre bloc, le bloc républicain, ou tout simplement pour qu'elle prenne d'assaut l'ensemble des blocs en constitution. Et c'est leur nombre qui fera la différence. Il faut que la jeunesse s'intéresse à la chose politique. Et donc, lorsque nous aurions par exemple un grand nombre de membres fondateurs au sein de ces partis politiques naissants, ce sera plus facile. Voilà, ce sera plus facile, donc au moment de prendre des décisions, de mettre en place des organes, etc., donc de dire, alors nous soutenons plus telle candidature de jeunes que telle candidature d'anciens. C'est comme ça que nous allons procéder au renouvellement de la classe politique. Et également que lorsqu'il y a des candidatures de jeunes qui leur sont proposées, jeunes pour jeunes, jeunes avec jeunes, c'est notre slogan. Vous avez concrètement quoi en tant que jeune, outre la vigueur et tout, pour pouvoir réussir ce combat? Mais il y a l'expérience aussi. Il y a l'expérience parce Vous êtes expérimenté? Mais à travers notre mouvement politique, nous avons déjà participé aux élections législatives de 2015 et aux élections communales de 2015. Et nous avons eu près de 10 000 voix. Il fallait environ 12 à 13 000 pour élire un député dans la 17e circonscription. Donc, avec Philippe Adjiton, nous et toute l'équipe qui est aujourd'hui mobilisée autour de ma personne, mais nous repartons à la conquête de ce mandat-là. Et nous croyons qu'avec l'implication de la jeunesse, nous allons l'obtenir. Oui. Alors, aujourd'hui, il se pose le gros problème, ou il va se poser le gros problème des positionnements. Comment est-ce que la jeunesse entend s'y prendre dans ce gros groupe où vous vous retrouvez avec de grands ténors de la politique qu'on connaît? Comment est-ce que vous envisagez cette lutte de positionnement? Moi, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de citadelle inattaquable. D'accord. L'ancien président de la Fédération africaine de football, Issa Hayatou, n'est plus président aujourd'hui. Qui l'eût cru? Donc, il faut de la volonté, il faut s'organiser et il faut se positionner de façon stratégique. Par exemple, dans la 17e, je me retrouve avec, pour ne pas le citer, le maire d'Atiémé, la quarantaine, moi-même, la quarantaine, d'autres... Pas la même expérience politique. Oui, exactement. Donc, vous n'avez pas la même expérience politique. Mais attention, nous étions déjà dans le combat. Tout le monde ne peut pas être maire au même moment. Ensemble, c'est vrai. Nous avons servi d'échelle à d'autres, à des personnalités. Voyez-vous, donc aujourd'hui, nous avons voulu prendre les devants, prendre le taureau par les cornes et amener la jeunesse à nous suivre. Et donc en leur indiquant le bon chemin. Au cas où vous ne serez pas positionné, puisque visiblement, vous avez bien envie d'être positionné. Bien, mais vous avez vu un peu le groupe dans lequel je me retrouve. Mais si ce n'est pas moi, ce sont les autres. Et les autres, c'est également des jeunes. Donc, notre choix du bloc républicain ne s'est pas fait au hasard. On a tenu compte de la géopolitique locale de notre circonscription électorale en se disant, ben voilà, on est avec qui? On est avec des personnes essentiellement jeunes. D'accord. On rappelle que votre congrès de l'UND, le congrès... Oui, le congrès, c'est pour le dimanche. Dimanche prochain. D'accord. Voilà, à l'hôtel Le Privilège, dans la zone à Conville, à Calavi. Achille Kain, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 5 sur 7 matin. C'est moi merci qui vous remercie. Et vous faites je profite de votre antenne congrès. pour remercier encore une fois le chef de l'État pour son énergie, sa vision des choses. J'ai lu sur les réseaux sociaux la dernière fois, mais pourquoi il essaie de faire des choses qu'on aurait dû faire en 2028? Je dis, mais pourquoi pas maintenant? Il faut le faire maintenant, c'est ça? maintenant. D'accord. Jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Merci.
Allez, on va peut-être profiter de tout cela, pourquoi pas, pour voir un peu dans le domaine des femmes également en politique, surtout les jeunes femmes, on les a de moins en moins. Il faut qu'on essaye de fouetter un peu de ce côté-là. Jeudi prochain, on va en inviter sur ce plateau. Les jeunes femmes en politique qui s'y mettent aujourd'hui, on va faire le débat avec elles. Elles seront nos invitées jeudi prochain. Prenez simplement le rendez-vous avec nous. Mais en attendant jeudi, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes mardi, et vous le savez, le mardi, c'est l'environnement et la santé. Aujourd'hui, Yemale Choki nous emmène dans un laboratoire où il veut nous parler de pratiques phytosanitaires et des risques écotoxicologiques. N'ayez pas peur des mots, ils vont tout définir tout à l'heure. Absolument, nous parlons donc environnement avec ces pratiques psychosanitaires et des risques écotoxicologiques, c'est bien cela, avec le professeur Ibrahim Toko que nous recevons. Et c'est William Yemale Choki qui se fait le plaisir de l'interroger pour nous. Bonjour William. Bonjour Ricardo Lekpekou. Vous allez bien? Je vais très bien. Toujours le sourire, l'âge aux lèvres. Oui, toujours le sourire. Il faut sourire à la vie et la vie le sourire. Voilà. Toujours, toujours. Bonjour, c'est Sénat de Dakar. Bonjour, ça va. Ça va très bien. C'est un projet qui vise non seulement l'évaluation de la qualité sanitaire des poissons produits dans les retenues d'eau, mais aussi l'amélioration des capacités de contrôle et de surveillance des contaminants dans les milieux naturels ainsi que des pratiques piscicoles. Il s'agit du projet Aquatos Bénin, un projet qui s'inscrit dans les orientations stratégiques de développement de notre pays, le Bénin, s'inscrit aussi dans les champs de priorité de recherche définis par l'Université de Parakou. Aujourd'hui, nous Allons-y. Nous recevons. Bien sûr, nous c'est bien recevons ça. Ouais, le professeur Ibrahim Toko. Vous êtes ancien chercheur à la faculté d'agronomie, l'Université de Parakou, aussi directeur du LAREC. C'est un grand laboratoire qui travaille bien sûr sur ces problèmes. Vous allez nous expliquer plus en profondeur par rapport à cela. Mais d'abord, quand on parle de problématique des pesticides qui fait actuellement couler beaucoup d'encre, est-ce que vous pensez que les pesticides sont importants pour notre agriculture ici au Bénin? Merci beaucoup, William. Merci, cher journaliste, de m'avoir convié à cette émission. Bonjour, professeur. Bonjour. Et je pense que, pour répondre directement à ta question, je dirais que les pesticides sont indispensables à la production agricole, surtout dans nos pays du Sud. Je peux m'expliquer. Allez-y. Aujourd'hui, nous avons des croissances démographiques qui ne sont pas durables. Ça veut dire que c'est des croissances hors normes. Mais nous voulons nourrir une population qui croît de façon extraordinaire, exagérée, avec des techniques de production durables. Je pense que ça n'ira pas. Si nous optons entièrement pour cette voie, c'est que nous courons le risque d'importer massivement nos ressources, alors que tous nos pays en Afrique au sud du Sahara, nous aspirons à l'autosuffisance alimentaire et dans toutes nos politiques, nous aspirons même des excédents alimentaires. Comment est-ce qu'on peut produire pour avoir des excédents alimentaires, pour lutter contre la pauvreté, donc pour lutter contre la sécurité alimentaire, etc., pour soutenir une population qui croît de façon exagérée? On serait au Moyen-Âge, on serait dans des temps préhistoriques, que je dirais oui. Parce qu'en ce temps, l'homme se nourrait, c'est de la cueillette. Okay. La population n'était pas aussi importante, donc on pourrait se nourrir que des ressources naturelles. Mais aujourd'hui, produire sur la base de la nature, c'est même aussi prendre le risque de détruire cette nature. Donc c'est en cela que soutenir l'agriculture à travers des intrants qui vont permettre de booster les productions sont indispensables si nous voulons réellement assurer notre autosuffisance alimentaire dans nos régions. Alors, si je m'en tiens aux principaux résultats scientifiques que vous avez obtenus sur l'écotoxicité des pesticides dans le bassin cotonnier, qu'est-ce que vous avez pu retenir concrètement? Ah oui, il faut dire que le bassin cotonnier béninois, c'est d'abord principalement, le plus grand bassin, c'est le bassin qui est dans la Liborie, constitué des communes de Banikora, Kandi et Gogounou, où nous avons travaillé depuis 5 ans sur les différentes pratiques phytosanitaires, les différentes techniques culturelles et voir leurs impacts, notamment sur les écosystèmes aquatiques et surtout les retenues d'eau. Il faut dire généralement que dans le bassin cotonnier, il y a 2 principaux types de pesticides qui sont utilisés. Il y a les pesticides qu'on appelle les pesticides officiels, que l'État met à disposition à travers ces structures et qui sont généralement homologués, contrôlés. Et il y a les pesticides qui sont non officiels, qui passent par les circuits, c'est-à-dire les circuits transfrontaliers, donc par la contrebande. Mais
C'est là où il y a le plus gros problème. Là, par contre, il y a le plus gros problème. Nous avons, dans notre projet, recensé un certain nombre de pesticides. Nous avons effectué des tests de toxicité sur des poissons, exposé des poissons au laboratoire. Nous sommes allés même faire ce qu'on appelle de l'encadring, c'est-à-dire qu'on a mis des poissons dans des cages, qu'on a mis dans des retenues d'eau dans le milieu, et nous avons eu des résultats sur le plan sanitaire, en fait, de ces poissons, sur le plan physiologique des poissons, à travers la mesure d'un certain nombre de biomarqueurs que nous avons suivis. Et tout cela n'a pas été fait que dans mon laboratoire qui est à Parakou, le LAREC, mais nous l'avons fait en partenariat avec des laboratoires à l'université de Namur, à l'université de Liège et au campus de Gembloux en Belgique. Mais justement, ça me permet de poser cette question. Est-ce que vous avez fait aussi des études, des expériences sur le glyphosate, sa toxicité? Est-ce que vraiment c'est un produit toxique, le glyphosate? Ah, ça c'est une très bonne question. Actuellement, j'ai à l'université de Parakou, dans mon laboratoire, 2 essais qui sont en cours pour un étudiant de master qui va soutenir probablement en mars prochain à l'université de Parakou. 2 essais pour voir la toxicité chronique, en fait, du glyphosate. Ce qu'on appelle toxicité chronique, c'est de voir est-ce que lorsqu'on expose les poissons à long terme à de faibles doses de glyphosate ou même à de fortes doses, est-ce qu'il y a des risques pour ces poissons? Est-ce qu'on a des effets biologiques? Est-ce qu'on a des effets écologiques? Ces essais sont actuellement en cours, mais je peux vous dire déjà que par rapport aux essais que nous avons faits sur d'autres pesticides, les années passées, le glyphosate, sincèrement, c'est le moins de mal. C'est le moins mal. C'est le moins de mal. Je vais revenir sur ça. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un mal. Oui, tout est toxique, comme on le dit dans notre jargon écotoxicologie. C'est la dose qui fait la toxicité. Même l'eau que vous buvez, l'eau peut vous tuer. Bien sûr. Il y a une quantité d'eau, quand vous la prenez, vous mourrez. Même la nourriture, tout est toxique, c'est comme ça. On le dit, c'est la dose qui fait la toxicité. Nous avons déjà eu aussi à faire des tests de toxicité aiguë du glyphosate. Ce qu'on appelle voir les doses aiguës. Les doses, quelle est la quantité qui, en un laps de temps, peut tuer près de 50% des poissons. Cet essai est complètement bouclé. Je le fais en partenariat avec l'université de Namur et un de mes collègues, le docteur Agbourressi Prudencio, qui est également actuellement à Namur pour traiter ces données, et une étudiante de la FSA qui a soutenu tout récemment, où on a évalué la toxicité aiguë du glyphosate, d'un certain nombre d'herbicides et de beaucoup d'autres insecticides utilisés. Mais le glyphosate se révèle le moins toxique. Mais moi, ça ne me surprenait pas. Ça ne me surprenait pas parce que sur la base des données scientifiques et réellement scientifiques disponibles, le glyphosate, moi je l'ai déjà présenté à beaucoup de conférences, que ce soit ici ou ailleurs, le glyphosate, c'est le moins de mal, comme je le dis. Parce que ça n'a pas été facile, c'est une avancée scientifique qui a permis d'aboutir au glyphosate comme pesticide. À part le glyphosate, qu'est-ce que nous utilisons? Il y a l'atrazine, qui est quand même utilisée au Bénin de façon frauduleuse, qui est très dangereux, qui est très toxique. J'imagine que le professeur Toko était dans ce pays quand on menait le débat par rapport au glyphosate, où beaucoup se sont levés pour dire que c'est un produit très dangereux. Mais vous refusez tout ce que les gens disent. Oui, je suis resté dans un silence total à l'époque. Pourquoi vous êtes resté silencieux? Non, mais parce que je suis scientifique et j'étais en phase d'évaluation. Lorsque la polémique a commencé, immédiatement, j'ai orienté mon étudiante sur la toxicité aiguë et j'ai repris un étudiant qui fait actuellement la toxicité chronique. Et ce n'est que la semaine passée qu'on a finalisé les résultats de toxicité aiguë. Mais moi, déjà, mon hypothèse de départ, le glyphosate n'est pas toxique. Pourquoi? N'est pas toxique. En fait, quand il dit c'est entre griffes, je reconnais que tout est toxique. Entre griffes n'est pas toxique parce que simplement, c'est une molécule hydrosoluble. Le glyphosate, c'est un acide organique. C'est hydrosoluble. Et vous pouvez venir à l'université de Parakou, je vais vous le montrer. Vous prenez du glyphosate, vous le mélangez dans l'eau, ça se mélange parfaitement. Et pour moi, biologiste de base, tout ce qui est hydrosoluble dans l'organisme s'excrète facilement à travers le rein, à travers la sueur. Mais c'est les molécules liposolubles, comme l'endosulfan par exemple, qui sont dangereuses. Parce que ces molécules vont s'intégrer dans les chaînes alimentaires, vont persister, et c'est ces molécules qui ont réellement des effets biologiques et écologiques très importants. Donc tout ce qui a été dit sur la toxicité du glyphosate, c'est faux, archi faux. Je ne veux pas rentrer dans les polémiques des lobbies, mais ce que moi je sais de ma position de scientifique et que je partage avec mes laboratoires scientifiques, qui sont quand même de grande renommée, qui sont en Belgique, avec qui je travaille, c'est que le glyphosate, la toxicité du glyphosate, elle est moindre. Et là, je peux convier tous ceux qui veulent. Actuellement, j'ai des essais à Parakou, au labo. Ça, c'est du concret. Vous avez des poissons, vous les exposez. Vous pouvez prendre 1 litre de glyphosate, vous versez dans 30 litres d'eau où il y a des poissons. Vous voyez, les poissons sont encore vivants.
Mais par contre, il y a d'autres pesticides, vous mettez même une seule goutte, immédiatement, il meurt à 100%. Et ça, je vous le dis, ça ne me surprend pas parce que quand vous prenez un chimiste, il faut orienter le débat vers les chimistes et vers les biologistes, notamment les physiologistes, comme des médecins, qui savent que, par exemple, lorsque vous prenez, même dans les comprimés, des molécules qui sont hydrosolubles, facilement l'organisme, à travers les mécanismes de biotransformation, c'est les excréter facilement. Et c'est ça, le glyphosate. Entre-temps, nous, on a un peu douté sur la toxicité du glyphosate. On se dit, mais attention, la molécule, elle peut ne pas être toxique, mais les adjuvants que le fabricant met peut être toxique. C'est pour cela que nous avons testé directement les produits commerciaux. En dehors des molécules purifiées que nous avons testées, nous avons pris des bidons de glyphosate que nous avons eu dans le marché et nous les avons testés. Parce qu'en dehors de la molécule de glyphosate, même qui est la molécule, ça veut dire la matière active, il y a d'autres adjuvants qu'ils mettent. Mais malgré ça, nous n'avons pas encore eu des effets de toxicité sur les poissons que nous exposons. Alors, quand on parle de glyphosate, la première impression que nous avons, nous Béninois, c'est de parler de coton. Alors, au regard de tout ce que vous avez fait comme recherche scientifique, est-ce qu'on pourrait dire que ce produit, cette spéculation est rentable pour les pays africains et surtout pour notre pays, le Bénin? La filière coton. Oui. Voici une autre bonne question. Oui. Et je pense que pour le Bénin, la filière coton, au-delà de la rentabilité économique sur laquelle tout le monde est focalisé, c'est qu'il faut voir l'importance de la filière coton comme instrument de lutte, en fait, comme instrument stratégique de développement, bien, comme instrument de développement. Vous savez, je suis resté au ministère de l'Agriculture, donc je connais un peu la filière coton. Et pour avoir séjourné là-bas, je pense que la filière coton est une filière stratégique pour le pays. Il faut voir simplement tous les acteurs qui sont impliqués, depuis les producteurs, les transporteurs, les ouvriers, les égreneurs, tous ceux-là qui sont impliqués jusqu'à la chaîne portuaire. Beaucoup de personnes sont impliquées et depuis des années, quel que soit le régime, c'est des milliards qui ont été injectés dans cette filière et directement au niveau des populations. Donc, dans ce sens, c'est important, la filière coton. C'est important pour le pays. L'autre aspect, pour ceux qui ont été à la décision, ceux qui sont décideurs, quand on gère un pays, vous devez comprendre que le pays a besoin quand même d'un certain nombre de garanties, de ressources. Tout à fait. Notre pays, on dit toujours, c'est un pays agricole. Nous n'avons pas de l'or, mais qu'est-ce que nous mettons sur le marché mondial? Qu'est-ce que nous amenons pour discuter lorsqu'on va à l'OMC, par exemple? Et dans ce sens, le coton est une garantie pour le Bénin. La filière coton est une garantie pour le Bénin. Je ne vois pas. Et ça, c'est ma position personnelle que j'ai déduit de mes expériences au ministère de l'Agriculture, de mes expériences scientifiques. Je ne vois pas un régime au Bénin, quel que soit ce que les gens vont dire, qui va réellement se soustraire de la filière coton. Moi, il est impossible de se soustraire. Je suis de Banikora, donc la plus grande productrice, le plus grand bassin cotonnier. Je suis de Banikora. En tant que scientifique, je discute avec mes frères, avec mes parents, je discute et je sais comment est-ce qu'eux-mêmes, quel que soit ce qu'on fera, ils sont convaincus parce que chaque année, ce qu'ils perçoivent comme ressources, comme sous, c'est important. On leur dit parfois, quittez les cotons, faites telle chose, mais ils reviennent toujours dedans parce que c'est stratégique et c'est important pour eux, c'est important pour le pays. Mais vous avez mis des études par rapport aux retenues d'eau dans ces localités. Est-ce que l'utilisation de ces pesticides dans ces zones n'a pas d'impact sur les poissons élevés dans ces localités? Ah oui, donc dans le cas du projet, ce que nous avons évalué, c'est de faire carrément une analyse de risque environnemental qui se fait généralement en 3 ou 4 étapes. La première étape, c'était d'identifier la source du danger. Puisque nous sommes dans l'eau, nous sommes dans les écosystèmes aquatiques, c'est de voir quelle est la source du danger, qu'est-ce qui représente le risque en fait pour les poissons qui sont dans ces retenues d'eau. Donc, et là, on a identifié clairement que les pesticides qu'on utilise, ça c'était sur la base théorique, qu'on utilise dans les exploitations agricoles, pas que le coton. Il y a le riz, il y a le maïs, tout cela. Ces pesticides pourraient être un risque. Et on a évalué l'exposition. Est-ce que les pesticides utilisés dans les champs se retrouvent dans les retenues d'eau? On a mené des expérimentations à travers un doctorant. On a posé des collecteurs, tout un dispositif. On s'est rendu compte effectivement que lorsqu'on utilise des pesticides dans les retenues d'eau et dans les champs, il se retrouve dans les retenues d'eau à travers, premièrement, la dérive. Lorsque le producteur utilise ces pesticides, ça se disperse et avec le vent, ça peut se retrouver dans l'eau.
L'autre chose, c'est lorsqu'il utilise et qu'il pleut avec le ruissellement, c'est la seconde voie. La troisième voie, qui est la voie d'infiltration, mais de percolation, elle est moindre. Mais pour ces principales voies de contamination des écosystèmes aquatiques, c'est de voir comment on peut faire pour minimiser ça. C'est possible. Et là, c'est le conseil agricole qui doit être mis en œuvre, qui doit rentrer en œuvre. Il faut dire aux producteurs comment on utilise les pesticides. Ouais. Et c'est ça le problème des pesticides au Bénin dans nos pays. Comment on utilise les pesticides? Comment il faut les utiliser? Est-ce que le projet Aquatos a pu donner quand même quelques pistes de solutions par rapport à l'utilisation des pesticides? Nous avons élaboré un manuel de vulgarisation sur la base des acquis de ce projet. Et c'est l'occasion de remercier tous les partenaires qui sont en train de nous soutenir pour l'impression et la diffusion de ce manuel. Donc un manuel pour vulgariser les bonnes pratiques agricoles, surtout phytosanitaires dans ce bassin cotonnier. Parce que les pesticides, dire qu'on ne va pas l'utiliser, c'est faux. Même si les pesticides sont dangereux, c'est qu'il faut dire aux paysans comment on l'utilise. C'est comme les comprimés que nous prenons en pharmacie. Tout ce que nous achetons comme comprimés, il y en a qui sont beaucoup plus dangereux que les pesticides. Vous prenez peut-être 10 comprimés de paracétamol, vous allez crever immédiatement. Mais pourquoi vous ne prenez pas 10 comprimés quand vous êtes malade? C'est parce qu'il y a eu le conseil médical qui a travaillé. Les médecins ont travaillé et ont su qu'il faut telle quantité. Et quand vous allez à l'hôpital, on vous dit 2, pas plus. Mais les pesticides, on remet les pesticides dans les bras des producteurs sans leur dire comment il faut l'utiliser concrètement. C'est le MAEP qui a toujours joué ce rôle en termes de conseil agricole et il faut dire que c'est le point faible en fait qu'il faut lever. Parce que c'est ça, on leur remet des produits sans leur dire comment il faut utiliser. Ils ne savent pas lire, bien que ce soit écrit sur les pesticides toxiques, ceci. Ça dit comment eux ne savent pas lire. Donc c'est le conseil agricole qui doit véritablement jouer ce rôle pour pouvoir minimiser en fait les risques. Alors aujourd'hui, qu'ont retenu du projet Aquatos Bénin? Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Est-ce que cela a permis aux producteurs de mieux comprendre, surtout par rapport aux retenues d'eau dans le bassin cotonnier Gorgounou, Kandi, Banikwara? Oui. Ah oui, aujourd'hui, dans le cadre du projet, nous avons travaillé par exemple pour les expérimentations qu'on appelait in situ, directement dans les retenues, avec les comités de gestion de ces retenues d'eau. Ils ont vu eux-mêmes les différences entre les poissons qu'on a amenés et qu'on a élevés chez eux et les autres poissons qui étaient là. On a essayé d'expérimenter des options de production. Parce que quand on prend les retenues d'eau du Nord Bénin, du bassin cotonnier, ce qu'on a remarqué, quand vous prenez l'eau, vous ne trouvez presque rien comme pesticide dans l'eau. Vous prenez l'eau, on a pris des échantillons d'eau qu'on a dosés ici, qu'on a ramenés dans des laboratoires en Belgique. On a plusieurs campagnes, mais dans l'eau, c'est presque rien. Il n'y a rien. Mais quand en écotoxicologie ou bien en chimie de l'environnement, on dit il n'y a rien, on ne s'arrête pas là normalement. Nous, on est allé plus loin. On est allé voir, est-ce que quand les pesticides viennent dans l'eau, ils ne vont pas dans le sédiment? Est-ce qu'ils ne s'accumulent pas dans la chaîne alimentaire, donc la bioaccumulation dans les poissons, dans les organismes? C'est là où nous sommes allés doser dans les poissons, dans les organismes, à travers une doctorante aussi. Et là, on se rend compte que des pesticides sont accumulés dans le sédiment. Des pesticides qu'on ne sont même plus autorisés depuis plus de 20 ans sont encore dans le sédiment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on est dans la retenue d'eau, l'eau n'est pas un problème, mais c'est le sédiment qui pose problème. Donc pour élever des poissons dans ces retenues d'eau, il faut utiliser des dispositifs qui vont empêcher les poissons d'avoir accès au sédiment. Donc nous, on a fait des essais avec des cages flottantes où les poissons n'ont pas accès au sédiment, et on a fait des essais avec des enclos où on a mis directement les poissons qui ont accès au sédiment. On a eu des différences vraiment de résultats en termes de croissance et en termes même de risque, de risque en fait, donc de bioaccumulation. Okay. Alors aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est comment faire pour qu'on puisse mieux connaître ces acquis de ce projet Aquatos pour notre pays, parce que c'est très important. On bénéficie beaucoup de soutien de l'extérieur, mais au finish, le producteur à la base n'ont rien. Comment faire pour que ces gens-là puissent mieux comprendre ce que vous avez pu faire comme recherche? Oui, c'est pour cela que nous avons décidé d'organiser un workshop de clôture et de vulgarisation des acquis de ce projet, qui est officiellement terminé le 31 octobre passé. Donc le vendredi prochain, ici à Cotonou, nous organisons un atelier de clôture de ce projet où nous avons convié un certain nombre de personnalités, des décideurs, dont des ministres. Le ministre de l'Agriculture est convié, on a placé l'événement sous Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, on espère qu'elle sera là pour l'ouverture, et le ministre de l'Environnement qui s'est impliqué personnellement pour l'organisation et la réussite
d'abord de ce projet